Aujourd'hui, on va parler de la critique de la société dans les œuvres de Molière. L'idée principale, Molière, tout en faisant rire, dénonce. Castigat ridendo mores, c'est une citation de Jean de Santol qui date du XVIIe siècle. On peut traduire ça par corriger les mœurs en riant. Les mœurs, ça désigne ici les habitudes, la manière de vivre. Voilà, ça c'est tout le projet de Molière, faire rire, hein, et en même temps faire réfléchir. Voilà. Voici quelques pièces de Molière. J'ai mis le titre et j'ai mis ce qui était dénoncé. Dans Les Précieuses ridicules, Molière dénonce les précieuses. Je vous renvoie à mon autre vidéo où je parle un petit peu des précieuses. L'école des femmes, il dénonce l'emprise des hommes sur les femmes et le patriarcat. Dans Tartuffe, il dénonce les faux dévots. Dans Don Juan, les séducteurs, les libertins. Dans le misanthrope, le milieu de la cour. Dans le médecin, malgré lui, et le malade imaginaire, la médecine, cible privilégiée de Molière, hein, et les docteurs de l'époque. Dans l'avare, évidemment, l'avarice des riches. Dans le bourgeois gentilhomme, l'arrivisme et les prétentions sociales des bourgeois. Dans les femmes savantes, les femmes qui veulent s'instruire. Et dans les fourberies de Scapin, c'est les mariages forcés. Donc effectivement, il y a beaucoup de cibles qui concernent la société française du XVIIe siècle. Molière, tout d'abord, dénonce la toute-puissance du père dans la famille. Ça, c'est un thème qui est vraiment récurrent. Dans ses pièces, nombreux sont les pères de famille tyranniques à qui toute la famille doit obéissance complète et totale, et qui en abusent par stupidité ou par folie. Je vous ai mis quelques petites illustrations de darons peu sympathiques. Voilà, voici des exemples de pères de famille tyranniques, n'est-ce pas? Les pères veulent marier leurs enfants de force. Ça, c'est une constante dans les pièces de Molière. Alors, à qui? À un médecin, pour veiller sur la santé du père dans le malade imaginaire. À un dévot, donc une sorte de conseiller religieux qui pourra conseiller le père en matière de religion dans Tartuffe. À des vieillards fortunés qui pourront augmenter la fortune du père dans l'avare, les fourberies de Scapin et bien d'autres pièces de Molière, etc. Les pères de famille chez Molière sont donc à la fois tyranniques et égoïstes. Il va s'agir de montrer leur ridicule en grossissant leurs défauts. Ça donne le côté à la fois caricatural et monstrueux de certains personnages de Molière, qui vont trop loin dans l'inhumanité, dans l'ingratitude, dans l'égoïsme. Surtout ces pères de famille ingrats. Ils sont en général dévorés par une idée fixe. La peur du coquillage, c'est-à-dire la peur d'être trompés par leur femme, par exemple Arnolphe de l'école des femmes. L'hypocondrie, c'est-à-dire la sensation d'être toujours malade gravement, d'avoir toujours des bobos, des maladies graves qu'il faut à tout prix soigner, sinon ça va pas. Argan du malade imaginaire, en bas à gauche. Il y a aussi la dévotion, Orgon de Tartuffe, qui est complètement obsédé par ses idées religieuses. L'avarice, en bas à droite, on voit il y a Harpagon de l'avare, etc., etc. Cette idée fixe les possède entièrement, leur fait oublier leur famille. Et Molière, donc effectivement, met souvent en scène le conflit de génération, les désirs des vieux contre les désirs de jeunes, les jeunes contre les vieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très courant. Et le ou la seule qui pourra aider les jeunes contre les vieux, c'est le valet. Par exemple, Dorine du malade imaginaire ou Scapin des fourberies de Scapin. Les valets sont la plupart du temps du côté de la jeunesse contre l'injustice. Comme illustration, j'ai mis le valet de pique, justement, une carte dont on a du mal à se débarrasser, de la même manière que les maîtres ont du mal à se débarrasser de leur valet, leur valet qui leur tient tête, qui est plus malin, plus ingénieux, qui se déguise, qui a des tas de bonnes idées, qui console les jeunes qui pleurent, qui échafaude des ruses contre les maîtres, qui se moque des maîtres, etc. Donc le valet est un personnage beaucoup plus libre que les enfants qui sont effectivement dans un rapport d'obéissance. Hein. Ils ont du mal à s'opposer à leurs parents. Le valet généralement arrange les affaires de la jeunesse qui refuse les mariages ou les désirs un peu fous des vieux. Molière, en deuxième partie, il dénonce aussi les faux savants, les philosophes dans le mariage forcé, le notaire dans l'école des femmes, et les femmes savantes dans les femmes savantes. Oui, il peut y avoir des fois des relents un peu misogynes chez Molière, hein, ça peut aussi arriver. Il y a aussi les médecins dans le malade imaginaire, etc.
Molière parodie leur manière de parler, le jargon du notaire, les élucubrations philosophico-incompréhensibles des philosophes, les longues tirades truffées de termes obscurs et de latin de cuisine pour les médecins. C'est l'occasion de moments de délire verbaux où Molière se déchaîne, ça part dans tous les sens, ça n'a plus, il déconstruit complètement le langage et s'amuse à mettre des néologismes, du latin dans tous les sens. Ça délire pas mal, effectivement. Autant de gens, tous ces gens-là, ils vont abuser de leur soi-disant science pour impressionner, abuser et tromper les personnes crédules. Le savoir mal compris est une arme de pouvoir et d'asservissement. C'est ce que Molière essaye de nous dire. Il essaye de nous prévenir contre ces gens qui vont utiliser le savoir pour avoir le pouvoir. En troisième partie, on voit que Molière dénonce l'hypocrisie sociale, comme on voit sur cette image, avec une ombre pas très sympa par rapport à ce qu'on voit au premier plan. Alors l'hypocrisie sociale, c'est lorsqu'on parle ou agit de manière vertueuse devant les autres en société, alors que l'on pense ou agit de manière opposée en privé, ou même intérieurement. 3 exemples d'hypocrites. Le premier, on l'a deviné, c'est Tartuffe. Il a l'air d'un religieux, mais en fait, il convoite la femme du maître de maison et vole sa fortune. Donc effectivement, c'est un faux religieux qui essaie d'asseoir son pouvoir. En deuxième, on a les nobles du misanthrope. Ils se disent des compliments si cela peut leur être utile. Philinte complimente hypocritement Oronte sur son poème. Et le problème d'Alceste, celui qui renvoie à cette idée de misanthropie, celui qui est le misanthrope de la pièce, c'est qu'il va dire la vérité et par le même coup se faire dénigrer et ostraciser. C'est-à-dire qu'il va on va lui dire du mal de lui et il va être mis à l'écart parce qu'il est trop honnête, trop direct. Il dérange quelque part avec son mauvais caractère et sa manière de dire les choses directement sans prendre aucune précaution sociale. Le plus gros hypocrite, évidemment, c'est lui. C'est Don Juan, évidemment. Il prétend aimer les femmes, il leur promet le mariage, mais c'est seulement pour coucher avec, les déshonorer et les abandonner après. Il se déguise aussi en dévot, en religieux repentant pour avoir la paix et continuer à séduire les femmes discrètement. Il prononce même un éloge de l'hypocrisie. C'est vraiment le plus grand des hypocrites, le plus grand personnage hypocrite parmi les personnages de Molière. Le plus scandaleux, le plus sulfureux, et puis aussi quelque part aussi le plus fascinant, puisqu'il a ce côté où il n'a pas de morale. Sa seule morale, c'est son plaisir personnel finalement. La conclusion, c'est que on a 3 cibles dénoncées principalement par Molière: la toute-puissance du père dans la famille, les faux savants et l'hypocrisie sociale. Et cela lui vaut beaucoup d'ennuis à Molière, puisque Molière a énormément d'ennemis, il a des troupes rivales, évidemment, bon ça c'est une rivalité artistique, les auteurs rivaux aussi, Racine par exemple, les courtisans du roi qui ne l'aiment pas parce qu'ils se sentent visés, les dévots, c'est-à-dire le parti religieux, les médecins le détestent forcément, etc., etc. Alors comment il s'en sort? Parce qu'il a vraiment beaucoup de monde sur le dos. Eh ben, il a pu bénéficier de la protection du roi jusqu'au bout, ce qui lui a garanti sa liberté de création. Et ça l'a vraiment effectivement sauvé. Le roi appréciait Molière. Je pense que le roi appréciait que quelqu'un dise la vérité, quelqu'un ne soit pas dans le jeu de mensonges, dans le jeu d'hypocrisie sociale extrême qu'il y avait autour du roi. Toutes les flatteries, tous ces gens qui essayent d'avoir un avantage du roi. Molière, justement, avait cette capacité de dire les choses directement et de dénoncer sans prendre de gants. Et je pense que c'est cette franchise alliée à la drôlerie de l'auteur qui a tellement séduit le roi et qui a assuré la protection du dramaturge. Voilà sur les quelques cibles des critiques de Molière.